Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture, que vous soyez sur la page YouTube Basket Session ce dimanche matin ou sur les plateformes de streaming tout au long de la semaine. On est ravis de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver, mais je ne suis jamais tout seul dans le Hoop Culture, puisqu'il y a Théophile Messer qui est à ma droite ou à gauche, ça dépend comment vous regardez votre écran. En tout cas, salut Théo, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, d'autant plus qu'on se quitte plus parce que mardi, j'ai eu la grande chance de pouvoir être invité dans le Hangtime Radio Show avec mon gars Pierre-Armand Samama, qui on a pu parler un petit peu de musique notamment, ce qui était très cool. Et donc, je suis ravi de te retrouver et ravi de vous retrouver tous. Eh ben, en effet, c'est le leitmotiv un petit peu de la Team Rivers. On ne se quitte jamais et on angoisse déjà des fêtes de Noël parce que si on fait un petit break, on va être malheureux comme les pierres. Mais bon, À propos de cadeaux de Noël, regarde moi ce que j'ai reçu cette semaine. Voilà, ce dont je suis très très fier et très content, c'est je suis en train de vous montrer le livre GOAT dont on vous parle depuis plusieurs semaines. Moi, je viens tout juste de le recevoir, donc voilà, si vous l'aviez précommandé, parfois c'est un peu surprenant les délais de la poste, je vous le cache pas, donc perdez pas espoir, ça doit être en train d'arriver. En tout cas, sachez que toutes les précommandes sont parties, on essaie d'envoyer au maximum les commandes au fur et à mesure. Voilà, le livre GOAT, les 130 tops indispensables pour tout savoir du meilleur et du pire de la NBA. Voilà, comme vous l'avez expliqué, c'est des classements de certains très sérieux, certains complètement décalés, barrés, certains où vraiment on a mis, comment dire, notre éthique journalistique un petit peu sur le côté, et d'autres pour les plus importants bien sûr, où là vraiment on a voulu argumenter, aller au fond des choses pour vous livrer la vérité sur les GOAT, les plus grands de tous les temps en ce qui concerne le basket et principalement la NBA. Donc voilà, ça c'est toujours disponible sur basketsession.com. comme diraient certains journalistes de l'ancienne école, il y a certains très sérieux et d'autres un peu plus farfelus. Voilà. Voilà, c'est ça, on peut le dire comme ça. En tout cas, 130 top, on a pris beaucoup de plaisir à se pencher dessus et ça nous a ceux sur lesquels on s'est bien marré. En tout cas, on espère que vous nous ferez de bons retours comme vous nous faites chaque semaine dans les barres des commentaires. Là, il reste des petits floppers, mais il y en a de moins en moins. Vous êtes largement majoritaire à nous envoyer de bonnes choses, à nous encourager à continuer et à ne pas remettre notre éthique de travail sur le grillet comme certains aiment à faire. Euh, Quelque chose, Théo, qu'on ne fait jamais dans le Hoop Culture. On ne ment jamais. Nous sommes des gens sérieux. La vérité est pour nous, c'est notre cheval de bataille. On ne s'en défera jamais, on ne fera jamais un pas de côté. Et on a voulu quand même se pencher sur les menteurs ou les trucs où parfois les joueurs ont menti, ou des grands mensonges. Alors, on avait fait une émission spéciale sur les grands complots, vous en rappelez l'année dernière. Mais là, voilà, par exemple, on a entendu Ja Morant qui a dit il n'y a pas longtemps, moi, les gars, le dunk, c'est terminé. On arrête ces conneries. Je vais écouter un peu Shai Mamou qui arrête pas de dire qu'au bout d'un moment, je vais me péter à faire tous ces trucs-là, la jurisprudence d'Eric Rose. Donc, le dunk, on arrête. Et le mec te pète le dunk de l'année, 3 jours après, pratiquement, sur le C'est match ça, suivant. c'est ça. Dunk hallucinant, hein, parce que tu sais quoi, alors je sais pas si vous l'avez certainement vu, mais il part sur la ligne de fond, il se met dos au cercle et fait une espèce de double clutch comme avait pu faire Vince Carter ou Dominic Wilkins. Et c'est vrai que sur l'action au début, quand il part, je pense pas du tout qu'il va pouvoir finir au dunk. Je pense qu'il va terminer, c'est par une espèce de petit layback en glissant la balle derrière sa tête. Le jus et la détente de ce gars, c'est quand même phénoménal. Ah oui, parce que alors Vince Carter, de mémoire, il met une patate contre Indiana. Enfin, je sais plus contre qui, c'est contre Indiana, je crois. Je Ouais. crois que Rick Smith, il évite Rick Smith et il met une patate, mais enfin, d'un autre monde. La balle rebondit encore, à ce qu'il paraît. Mais Ja Morant, il la pose plus, mais déjà, il est plus petit, mais surtout, il est dans une forêt de gars, quoi. Mm. Et c'est ça on est obligé de louer ce joueur qui est peut-être un peu foufou et ce qu'il est, mais la créativité de ce type-là, cette faculté qu'il a à trouver de nouvelles idées qu'il n'avait certainement pas encore une seconde, virgule deux avant. Donc, bravo à lui. Et oui, pour moi, déjà candidat au dunk de l'année, en tout cas du premier trimestre, et de loin, et de loin. Ouais, c'est ça, c'est le combo. Parce qu'il y en a eu des beaux en ce début de saison, mais c'est vrai que c'est le combo.
En fait, sa taille joue beaucoup, hein. C'est pas pour tout ramener au MOOC Small de Rivers que vous pouvez aussi trouver sur Basket Session puisque c'est les fêtes de fin d'année et dans lequel il y a un portrait vraiment très chouette de Shai Mamou justement au sujet de Ja Morant. Mais c'est vrai qu'avec ça, il y a le côté taille et puis il fait fluet malgré tout. Et je pensais vraiment pas qu'il allait pouvoir terminer. Alors c'est pas tout à fait enfin c'est pas le même registre, mais je sais pas si tu as vu ce alley-oop complètement fou là du côté des Blazers cette semaine là, Oui. de Shadon Sharp là qui était mesuré. Je me demande, j'ai vu passer l'info, faudrait que je la vérifie. Hein, mais je me demande si c'est pas la plus haute détente mesurée dans un match NBA sur un dunk qui va chercher la balle à une hauteur phénoménale. Et c'est un petit peu pareil sur le rendu, même s'il doit être plus grand Shadon Sharp que Ja Morant, il fait quand même fluet, pas très grand, etc. Ouais, l'impression visuelle est folle. Ah oui, complètement. Donc, Ja Morant a menti. Gros menteur. gros menteur. Mais tant mieux, hein, franchement. Totalement. La peur du temps, on râle quand les gens mentent. Là, pour le coup, on s'en régale. Dis-moi, toi, à quoi t'as pensé quand on a pensé aux menteurs? Écoute, puisqu'on parle de menteurs et puisqu'on parle de GOAT, moi, forcément, j'ai pensé quand même à LeBron parce qu'en fait, c'est tellement dingue qu'il y a des compilations YouTube maintenant qui durent plusieurs minutes de LeBron James en train de raconter des pipeaux, des bobards, de sortir la flûte traversière, tout ce que vous voulez. Et en fait, ce que je trouve le plus drôle en fait avec ces on a l'argot américain du moment là, c'est capping, donc il cap LeBron, c'est que c'est des trucs mais il n'avait pas besoin en fait d'inventer des choses comme par exemple d'inventer qu'il écoutait les Migos avant même que les Migos n'existent et où il est sorti le moindre disque. Il te dit ouais, ma première année quand j'étais au HIT, j'écoutais les Migos, je les mettais dans la chaîne stéréo des vestiaires, tout le monde me regardait bizarrement, que ça soit ça ou que ça soit LeBron qui se pointe en playoff avec des livres qui manifestement il a jamais passé la première page. Tu sais, ils sont encore toutes les pages sont encore collées, limite il faut sortir comment on appelle ça, le coupe-papier pour au cas où les pages étaient mal découpées. Il y en a des tonnes et des tonnes sur le fait qu'il avait senti que Dalton Knecht allait être un joueur parfait pour eux. Et ça c'est même pas le plus fou, hein, parce qu'effectivement, même nous, on pourrait se dire, on l'avait dit. Donc c'est drôle. En fait, avec LeBron, c'est vraiment drôle. Et tu te dis, mais pourquoi t'inventes tout ça, LeBron? Pose-toi tranquillement. T'as pas besoin d'être dans l'esbrouf à ce moment-là. Alors moi, je te propose, parce que j'en ai noté quelques-unes sur LeBron, donc on va un peu les disséminer dans l'histoire pour pas que les gens pensent qu'on en fait des caisses sur LeBron, mais c'est vrai que une des premières, pour moi, c'était cette histoire de lire un bouquin toujours à la page 2, parce que en fait, il se met à la page 2 parce que une fois, il était à la page, genre, il s'était mis au milieu et il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Il y a une journaliste, vraiment, en plus, elle devait le savoir. Elle lui rentre dedans. Enfin, tout de suite, elle lui dit, c'est quoi jusqu'ici, quel est votre passage préféré Et lui, bah, je viens de commencer il y a quelques jours. Bon, donc, il lit pas énormément, mais on s'en rend compte qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas franchement le temps. Mais quelques jours, déjà, il était vraiment pas bien loin. Hein. Donc voilà. Donc ça m'avait fait rire. Mais LeBron, voilà, j'avais noté LeBron qui lit des livres. C'est marrant. Et puis que en playoff, hein. Voilà. Non pas qu'il lise pas de livres, mais c'est toujours en plus le. C'est ça. C'est vraiment genre parce que il faut savoir. Vous le voyez parfois quand on dans certains vestiaires NBA, un type comme LeBron James, on a l'impression qu'il est assis tranquille, mais si la caméra se retourne, il y a un parterre de journalistes. C'est-à-dire même avant le match, ils sont déjà une quinzaine à le filmer, à essayer de lui poser des questions et tout. Donc, imaginez-vous dans votre salon, torse nu, pieds nus, tranquille, en train de lire un livre. Déjà, quand vous avez vos deux gamins en face, c'est totalement impossible. Mais en plus, quand vous en avez 15 gars qui sont en train de vous filmer, de faire du bruit, de se rentrer à moitié dedans parce qu'ils veulent la première place, il y a des fils, il y a des trucs, et l'autre... Remarque, tu me diras, ça fait 20 ans qu'il vit, 25 ans qu'il vit avec 15 mecs devant lui en permanence. Donc je pense qu'il doit arriver à faire abstraction, ce qu'on ferait peut-être pas nous, mais voilà, ça m'avait fait rire. Mais c'est vrai que ce qui est drôle, parce que tu parles de l'interview, parce qu'en fait, la plupart des autres situations, c'est censé être avant les matchs, tu vois, donc je comprends que tu as un livre à la main, mais l'interview dont tu parles, il se pointe en interview d'après-match, en fait, avec son truc à la main. Tu dis, mais pourquoi tu as ton bouquin à la main? Tu vas répondre à des questions. N'importe quelle personne normale, c'est de le poser dans son locker et d'aller répondre aux questions, de revenir et de reprendre ton livre si tu veux le lire, quoi. C'est très drôle. Moi, deux qui ont vraiment menti devant, ils m'ont menti face à moi.
Et j'étais colère. J'ai failli leur dire, oh les deux là. Enfin, oh les deux là. Petit All-Star Game, co-MVP, Shaq et Kobe qui disent tout ça. C'est derrière nous. En portant chacun d'une main et en disant It's all in the past. Alors que tu vois, c'est marqué sur leur gueule que s'ils avaient pu faire avec de l'anthrax sur un, l'autre avoir un rat plein de peste qui lui mord le truc et mettre des serpents partout. Enfin, ils ont dû aller se laver les mains parce qu'ils ont touché le même trophée. Ils pouvaient pas, ça se voyait, hein, qu'ils peuvent pas s'encadrer. J'ai jamais vraiment compris. J'aimerais que tu m'éclaires là-dessus. Si un jour ils ont vraiment pu de nouveau s'encadrer. Parce que même, tu vois, quand il y a le dernier match de Kobe, où finalement, un des premiers qui va voir, parce qu'il est là au bord du terrain, c'est Shaq, parce qu'il est assis à côté du banc des Lakers, et l'autre qui lui dit Je savais que tu allais faire, alors ça, beau mensonge aussi, je savais que tu allais en mettre 50 ou 60. Il avait annoncé qu'il en mettrait 40, cela dit, il n'avait pas été mauvais. Mais même là, je sais pas, est-ce qu'ils étaient vraiment redevenus potes? Alors, attention, par contre, je ne remets pas en cause la peine de Shaq, parce qu'il était vraiment, le 20 janvier 2020, là, il était dévasté. Et ça, le 24 janvier, c'était, je sais plus, 26 janvier, peut-être 26 janvier, il était dévasté complètement. Mais dans quelle mesure, même s'ils ont fait cette fameuse émission, ce face-à-face, là, ils étaient vraiment de nouveaux copains. Mais voilà, ce It's All in the Past, pour moi, c'était vraiment, mais te fous pas de moi. Ça se Ouais, voit. c'était trop tôt, quoi. Surtout, c'était trop tôt. Parce que sur la fin, j'ai tendance à croire quand même, tu vois, notamment Moi la aussi, fameuse oui. interview dont tu parles. Parce qu'il y a aussi, il y a du temps qui a passé. Ils ont vécu d'autres choses après. Parce après la séparation, une fois que Shaq est parti, Kobe a vu ce que c'était d'être tout seul et de porter cette équipe et de rater les playoffs et d'être avec des. Et après de dire, oui, c'est la faute de Smush Parker, etc. Moi, à cette époque-là, j'ai envie de dire, mais t'as exactement ce que t'as demandé, en fait. Et je pense que. Et pareil, derrière, chaque en prend une avec le hit, mais derrière, c'est compliqué. Hein. Phoenix, Boston, enfin, c'est pas des Ouais, passages. C'est pas une fin de saison, une fin de carrière glorieuse. Et donc, je pense mais que. Cleveland aussi. Ouais, Cleveland, bien sûr, Cleveland aussi, ça permet de relativiser un petit peu les choses, de prendre du recul. Et puis, il y a aussi cette chose c'est que, voilà, finalement, leur plus grand succès, les ont connus ensemble. Et derrière, bah, tu as ce côté de. On était le meilleur duo de tous les temps, tu vois, qui revient dans leur tête et qu'ils ont envie de mettre en avant. Et quand je veux dire mettre en avant, je veux pas dire forcément de manière calculée, tu vois, de manière marketing, mais c'est un petit peu. Tu te rends compte que ta grandeur, elle est attachée à celle de cette autre personne qui est aussi l'un des plus grands. Et finalement, bah, vous vous rendez plus grand l'un l'autre. Et c'est ce qu'on disait tout le temps quand ils étaient ensemble. En fait, aux Lakers, mais il a fallu qu'ils se séparent et qu'ils prennent d'autres chemins, je pense peut-être pour s'en rendre compte. Et c'est l'entretien dont tu parles, il était assez touchant parce que ce qui est fou en fait dans cet entretien, c'est que tu as littéralement l'impression que c'est la première fois qu'ils se disent ces choses-là, quoi. Et tu dis, mais pourquoi vous avez besoin de caméra pour vous dire ces choses-là alors que vous étiez soit à un bout et l'autre du vestiaire, soit à un coup de téléphone de C'est distance, quoi. ça. C'est fou. Et puis en plus, quand tu vois, tu dis les moments les plus glorieux, ils ont vécu ensemble. Mais tu vois, je me rappelle de la joie de Shaq à Miami, le soir du titre, pourtant qui gagne à l'extérieur. La joie de Kobe contre Orlando, qui gagne à l'extérieur quand même, ou contre les Celtics qui gagnent chez eux. Et si tu regardes le three-peat des Lakers, à part le premier titre, où là, ils sont en fusion, les deux là suivants, le moment où le match s'arrête du titre, bah, Kobe, il est content à Philly, Shaq fait à moitié la gueule, et alors quand il joue contre les Nets, là, c'est vraiment genre, ok, c'est bon, c'est fini, il se tape dans la main, limite. Donc voilà, on a toujours cette impression que finalement, ils étaient plus heureux l'un sans l'autre, mais je pense que c'est deux personnes qui se respectaient énormément après, en effet. Mais cette réconciliation n'était possible que parce que Kobe en avait gagné deux derrière. Mm. Je suis persuadé. Sinon, ou au moins être à égalité. Mais si Kobe en avait Égalité, pas pris un exactement. seul, ouais, je pense qu'il se serait jamais réconcilié. Jamais. C'est fort possible, ouais, carrément. Moi, j'en avais un autre champion du mensonge. Je te le sors. C'est quand même mon gars sûr. Mon gars Glenn Rivers. Mon gars, c'est jamais de ma faute. Ton Mon bro gars, bro. tout est la faute de Ben Simmons.
alias mon gars, jamais je souhaiterais pas à mon pire ennemi de devoir coacher Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard en milieu de saison et de prendre un chèque monstrueux pour les 5 prochaines années. Je vous garantis que c'est un cauchemar. Donc voilà, et c'est aussi mon gars, je savais que c'était une erreur de trader chez Gilgeous-Alexander. Je leur avais bien dit aux Clippers que c'était pas une bonne idée, mais ils m'ont pas écouté. Donc voilà, gros champion du mensonge, Doc Rivers, toujours une place à part dans mon cœur, le docteur. Viens voir le docteur, c'est un menteur. C'est en fait la chanson, c'est ça. Non, bah c'est oui. Tout est douteux dans cette com, bien sûr. Et je suis d'accord avec toi en disant que Doc Rivers, il bénéficie encore aujourd'hui d'un titre mérité, hein, et d'avoir surtout eu un effectif qui adhérait à son fameux Ubuntu, je ne sais plus quel truc là. C'est ça. Donc voilà, je pense que est-ce que c'est un coup de génie? Parce que généralement, quand un coach a une philosophie, bah, elle marche à peu près partout, tu vois. Hein. Tu vois, quand il y a un système, une philosophie, bon, si tu as les joueurs qui adhèrent et qui décident de s'y mettre vraiment, comme ça avait été le cas avec les Phil Jackson, l'attaque en triangle, ou une philosophie de jouer vite, comme ça avait été le cas avec Mike D'Antoni, ou de jouer dur, et comme Tom Thibodeau, moi, la philosophie de Rivers, le Ubuntu, là, il n'a jamais pu le faire que parce qu'il avait deux gars, et encore, on a toujours dit que c'était les trois qui étaient devant, mais c'était surtout tous les chiens de la casse qui étaient derrière, hein, qui étaient au taquet là-dessus. Donc oui, vraiment. Mais lui, c'est un sale menteur, c'est ça le truc, c'est que c'est moche. Ouais, c'est ça, parce que un peu c'est pareil, tu dis, tu t'es pas obligé de mentir sur ces trucs-là, en fait. Tu peux juste dire, bah oui, j'ai pas été bon, ou juste ne rien dire du tout, et pas essayer de te défausser. C'est ça qui est fatigant. Après, voilà, le titre, moi, je retire rien du tout au succès des Celtics. Ça a été un des artisans de ce succès. Il a montré de très belles choses par moment. Hein. La saison des Clippers, là où ils ont plus personne, là, avec Pat Beverley, etc. Je trouve que c'est vraiment top ce qu'il fait. Ce qu'il avait fait même au Orlando, au Magic, là, quand il y avait Tariq Abdul-Wahad, bah, là aussi, il a montré des belles choses. C'est un coach qui est capable de montrer de belles choses. C'est plus le mythe qu'il y a autour de Doc Rivers qui a tendance à me fatiguer. Et vraiment, ce côté, c'est jamais ma faute. Pour moi, c'est pas du leadership. En tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois, mais bon. Non, puis surtout, on parle d'un an à Boston, mais l'année suivante, bon, bah, Orlando passe parce que Dwight Howard est stratosphérique. L'année suivante, ils perdent en 7 matchs contre eux, donc ils sont ultra performants. Ils peuvent être, ils sont à ça d'un repeat possible aussi les années suivantes. Donc bon, non, il n'y a pas de. Et je comprends pourquoi sa cote a été si grande pendant tout ce temps, grâce à cette. C'est rester 3 ans au top aujourd'hui en NBA, on voit la difficulté que ça peut être. Et donc, même si à l'époque c'était un peu plus fréquent, donc voilà. Le docteur qui est un menteur. Un qui ment tout le temps. Et pourquoi pareil? KD, pourquoi tu mens sur ta taille? Arrête! Je l'avais aussi, lui, forcément. KD et sa taille. Enfin, quand tu vois, enfin, là, je pense que le mieux, c'était la dernière photo de Team USA où il est à côté de Joel Embiid, qui a pourtant ses gros cheveux, donc qui a un bel afro, un début d'afro, et qui, malgré ça, enfin, KD est presque à la hauteur de l'afro, alors que bon, pourquoi ne pas dire je fais 2m27? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, bah oui, c'est clair. Et même chose pour Kevin Garnett, parce que moi j'avais mis les deux ensemble. C'est pareil, ils font 7 pieds tous les deux. On aurait pu rajouter T-Mac aussi, qui a jamais voulu non plus de cette étiquette. Ils ont été plusieurs à mentir sur leur taille. Mais c'est vrai que, surtout, Kevin Durant, tu dis aujourd'hui, arrête, on s'en fout. Oui. Quoi. C'est pas parce que on va te mettre à 7 pieds ou 7 pieds 1 qu'on va te foutre à l'intérieur. Raquette, quoi. Exactement. Donc, mais ouais, c'est drôle. Et il y avait aussi le côté, ouais. Après, bon, KD est vraiment un mec complexe. C'est toujours aussi dur aujourd'hui, je trouve, de comprendre vraiment le mécanisme de, tu vois, ce qui fait, à quoi il carbure ce joueur incroyable, hein, par ailleurs. C'est vraiment un personnage complexe. Je rêverais d'une série sur lui, quoi. Tu vois, d'un genre Starting Five, mais que sur lui. J'ai envie voilà, si tu as envie de rentrer dans l'intimité de quelqu'un,
c'est bien lui, tu as envie de voir, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, il y avait cette fameuse histoire de Samir Nasri chez First Team qui racontait qu'il était à Ah oui. une pool party et l'autre, il était en train de se faire un 2-2 avec des potes. Il y a ces images même au camp d'entraînement où c'est pendant les jeux, là, où on voit les autres, ils sont dans un huddle en train de rigoler et l'autre, il est encore en train de shooter et ils lui disent KD, mets-en un. Alors l'autre, il prend le ballon tout de suite, il part en courant, il en met un, il le met, il revient, il est trop content. Enfin, c'est un type qui. J'ai jamais vu un. Tu sais, tu as des malades de travail, les Kobe, les machins. Je pense que lui, c'est pareil, mais un type qui aime son sport comme lui, c'est-à-dire c'est viscéral. Même quand il est dans des bars, tu le vois, tu lui donnes une serviette en boule, il va essayer de mettre un shoot quelque part ou le mettre dans le verre d'une fille ou d'un gars qui est 4 mètres plus loin. C'est vraiment, et moi je trouve ça super étonnant. Et tu as raison. Et sur l'histoire de, on va pas lui dire de jouer à l'intérieur, mais enfin, il aurait pu être, ça aurait pu ajouter à sa légende dès le début de se lister à 7 pieds, tu vois, en disant, mais parce que là, on se sera rendu compte, personne n'a jamais fait ça. Un gars de sa taille n'a jamais été comme ça. Et je pense que ça aurait ajouté un petit peu plus. Ça lui aurait même pu lui donner, je sais pas, 1 ou 2 places de plus dans les classements all-time, en disant c'était du jamais vu. C'était du jamais vu avec Dirk, voilà. C'était du jamais vu, mais Dirk s'en foutait, lui. Il a dit, je suis ma taille. Hein. Mais Ouais, il n'a pas c'est clair. voulu. D'autant qu'il est jamais passé, parce que même Bob Hill, là, son premier coach à Seattle, au Sonics, là, il le faisait même jouer 2. Alors, bon, ça marchait pas, parce qu'il pouvait pas tenir. Voilà, il était trop jeune pour. Il n'avait pas la mobilité de tenir les 2 de l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a jamais essayé de l'enfermer dans cette case. En fait, ça qui est fou. Il y a pas un moment où. Tu vois, c'était plus. Finalement, dire qu'il a eu la chance de tomber sur Don Nelson. Un autre coach l'aurait peut-être foutu dedans en lui demandant d'aller se taper avec les gros et tout. Dire qu'il a vraiment eu de la chance. Dans le cas de KD, on savait de toute façon que son potentiel et son talent s'exprimeraient à l'extérieur et pas à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très étonnant, effectivement. Mais j'aimerais bien savoir surtout l'après-carrière, ce que ça va être pour KD. Ça va être dur, hein. Parce qu'effectivement, t'as raison, il est complètement fou de basket, en fait. Parce que tu parlais... Tu vois, chez Kobe, il y avait une passion pour le travail. KD, j'ai l'impression que c'est... Enfin, Kobe aussi était passionné de jeu, mais c'est le truc qu'il n'arrête pas de répéter à longueur de temps, Kevin Durant, que c'est juste un hooper, quoi. Quelqu'un qui aime le basket, un basketteur qui veut jouer. Et je pense que c'est vrai en grande partie. Là où il y a une incompréhension, en fait, là où finalement l'incompréhension avec le grand public, c'est si t'es vraiment ça... Qu'est-ce que tu t'embêtes à aller répondre à des Jean-Claude 13 qui ont 12 followers qui disent Parce que le soir, il regarde, il veut savoir, ouais. il regarde les highlights, il regarde les box scores, il veut savoir ce qu'on a pensé, il veut savoir ce qu'on a pensé des autres. Ça le rend fou, je pense que ça doit le rendre dingo. Et il va être malheureux comme les pierres après, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Je le vois pas consultant. Je pense que c'est un type qui aime pas les médias, et il l'a toujours dit. Mais il sera avec sa maman. Ouais. Même sa vie perso, en 2024, on n'a jamais su. Jamais su quoi que ce soit. Pourtant, c'est dur en 2024 de voir que tu me diras, il sort pas, il va pas dans des trucs, il va pas dans des soirées. Mais tu vois, c'est dur de rester en dehors de ça. C'est vrai, ouais. Qu'est-ce que tu as, toi, d'autre? Allez, moi, j'en ai un autre qui concerne les Clippers, avec le gros coup de flûte fait à Blake Griffin pour le convaincre de re-signer. Ils le font venir dans la salle du Staples Center où il y a une énorme projection sur grand écran avec tous ses highlights. Ils ont déjà accroché son maillot au plafond en disant « Tu vas finir ta carrière avec les Clippers ». T'es notre gars, on veut que tu sois comme les Dirk, les Duncan et compagnie, que tu finisses avec nous. Et même pas un an plus tard, allez, ciao, prends un pull parce que tu pars là où il fait froid, on t'envoie à Détroit. Alors, au bout du compte, moi j'avais été... je pensais que c'était une erreur des Clippers, ça n'a pas été une erreur, finalement ça leur a permis de se reconstruire. Mais souvent, tu sais, on parle de loyauté envers les joueurs, on leur dit, ouais, ils forcent des trades, il n'y a pas de loyauté envers la fanbase, envers les organisations, etc. Il faut quand même rappeler que les clubs, dans l'ensemble, on n'a quasiment rien à foutre, quoi. Donc moi, je reprocherais jamais à un joueur de choisir sa destination. Et on en revient à la question des mensonges. En fait, souvent, moi, ce qui me pose un problème, c'est pas tant que les joueurs changent d'avis, c'est le fait de... Quand tu changes d'avis après avoir fait des grandes promesses, c'est ça qui est toujours dérangeant. Et là, le geste des Clippers, bon, c'était pas la grande classe.
Par contre, on parle de mensonge là, et il y en a un qui est accusé de mensonge, et c'est bien la première fois à ce niveau-là, c'est Shams Charania, parce que sur les nouvelles sur Jimmy Butler, où son agent mais lui a envoyé un scud là, enfin une Scud. rafale, C'est clair. qui ferait ses tweets sur ChatGPT, que dit genre, dis-nous que tu as été hacké, on comprendrait. Enfin, c'est d'une violence. Alors, je suis pas rentré dans le détail parce que, alors, au départ, donc, il y avait cette histoire que Jimmy Butler aurait demandé donner des destinations qu'il souhaiterait plus que d'autres. Houston, il y avait Golden State, Houston Dallas et Phoenix. voilà. Et là, comme quoi, il y aurait Phoenix en plus. Donc, c'est là que c'est parti en live. Mais c'est vrai que c'est rare que, bon, bah, en plus, un insider comme Shams Charania qui est maintenant en position de. C'est limite un abus de position dominante, tu vois. C'est le mec qui est tout seul. C'est c'est du despotisme. Le type, il est tout seul. C'est le Poutine des insiders, tu vois. Et alors, voilà, on va se prendre des commentaires. Ah, mais Poutine, parlez pas de politique. Bon, d'accord. On s'excuse, on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, vous avez compris. Et. Donc, putain, imagine, Shams Charania aurait menti. Oh, Et l'ensemble de tweets de l'agent incroyable. de Jimmy Butler, franchement, ça vaut le détour parce que c'est d'une certaine manière assez violent et c'est fait quand même avec énormément de condescendance. Il y a une phase du genre, ouais, bon, je sais bien que je suis un, comment c'est un truc du genre, ouais, je suis un cadre avec 2 enfants, mais me pousse pas trop quand même. Il y a une phrase comme ça. Et le truc à la fin, c'est allez, j'ai un challenge pour toi. Invente-nous le nouveau. On a hacké mon téléphone, là, c'est ce que tu disais. En gros, Ouais, c'est pour ça. justifier tes mensonges, allez, je te donne ce petit challenge. Mais l'ensemble de tweets m'a beaucoup, beaucoup plu. Ouais. Ouais, c'est d'autant plus drôle quand on pense que c'est l'agent de Jimmy Butler, tu vois. Voilà, c'est ça c'est le combo qui est drôle. Parce que Euh, Shamsharnia le cite nommément, en fait. Ça, le truc, c'est que dans les rumeurs dont Charania se fait l'écho, il dit, ouais, j'ai plus le nom en tête de l'agent de Butler, mais l'agent de Butler aurait dit clairement aux franchises que c'est ça et ça les destinations que voudrait Jimmy. Donc, ouais, c'est belle. J'ai quand même hâte de voir la suite, de voir si Charania va s'excuser, parler même le mentionner, je sais pas du tout. Là, on alors, enregistre jeudi, j'ai hâte de c'est voir ça. la suite. Ouais. On enregistre jeudi, donc ça s'est Mm. passé là cette nuit. Donc, vous aurez peut-être le bif sera peut-être déjà réglé quand on en parle dimanche, mais voilà, ça nous a fait marrer. Un qui a menti à 30 enfants de Cleveland, puis à tous les enfants du Massachusetts, Kyrie Irving, en disant je ne partirai jamais de Cleveland. Alors, c'est dur de leur tomber dessus en disant vous avez menti, en disant on partirait jamais. Parce que c'est sûr, Paul George, il va pas dire je vais me casser d'OKC à la fin de l'année, mais de prendre le micro, de se mettre Paul George devant tout un club, l'autre devant toute la salle des Celtics. Tu sais qu'en effet, c'est un business et que du jour au lendemain, ça peut arriver. Donc, en plus, généralement, on est d'une grande mauvaise foi, on leur ressort des archives, surtout celles de Cleveland, mais où on lui disait, est-ce que toi aussi, comme LeBron, tu vas nous quitter un jour? Ça, c'était avant que LeBron revienne et tout. Mais bon, celle de Boston, par contre, ça, elle n'était pas glorieuse. Non, pas glorieuse du tout, parce qu'en plus, le Voilà. laps de temps, il est quoi, de 3 semaines en tout cas. Trois Il semaines. y a même pas un mois entre ça Horrible. et les premières rumeurs qui commencent à sortir. Oui, Kyrie Irving serait pas content à Boston, il voudrait partir. Mais on en revient là. Après, bon, je tempère d'une certaine manière parce que faut voir les contextes dans lesquels ces phrases sont sorties. Tu le dis, il doit y avoir un mec qui leur pose une question à la con, entre guillemets, Ouais, qui les un met dos au gamin mur qui de lui dit est-ce que répondre. tu vas nous quitter comme LeBron, Voilà, voilà, tout là c'est triste, tu ça. vois. Alors voilà, Tu si vas pas lui toi dire j'avais oublié que c'était un gamin, donc je retire, mais effectivement, t'es toujours un peu acculé, forcé de faire une réponse comme ça, il y a du public et tout. Mais encore une fois, si il se passe les menottes tout seul, je parle de Kyrie, mais je parle de la plupart de ces situations-là, en disant des choses qui sont pas tenables en fait. Là, c'est ça. après, les mecs sont jeunes malgré tout, t'es un peu coincé par la situation, mais là, dans le média training, on devrait leur dire, en fait, simplement, tu peux dire, ouais, bah, j'aimerais, c'est ça qui me plairait. Si tu dis, ouais, je rêverais de finir ma carrière ici, mais une carrière c'est long, on sait pas ce qui peut se passer, bon, bah, voilà, on peut pas vraiment on peut rien te reprocher, en fait. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Tu parlais de Paul George, moi j'en ai 2 beaux quand même sur Paul George.
Celui dont tu parlais là, quand il re-signe avec OKC, qui dit ouais, moi je veux rester ici, vous m'avez convaincu, le public Une d'OKC. famille. Voilà, c'est la famille et tout. Et là, un an après, il y a Kawhi Leonard qui. Coup de téléphone de Kawhi Leonard, ça va être ça. Voilà, rien du tout. Non, il va faire Personne parle à l'autre bout. Tu sais que c'est Kawhi. comme to LA. Et il C'est raccroche. ça. It's the fun guy, come to LA. Et donc, Paul George qui se barre. Et quand il arrive aux Clippers, quand même, quand il arrive, conférence de presse, moment obligé. Et là, quand même, Paul George qui dit, sans éclater de rire, moi, quand j'étais gamin, je suis un mec de Los Angeles, moi, j'étais fan des Clippers. C'était mon équipe. Alors qu'il y a au moins 150 interviews dans lesquelles tu nous as raconté que Kobe était ton joueur préféré, que tu le kiffais aux Lakers, etc. Je me dit, mais pourquoi tu te mets dans des situations comme ça? Il y a plein de manières de s'en sortir. Tu peux dire, il y a une tradition de grands joueurs. C'est vrai, ils ont eu des bons joueurs, les Clippers. Tu vois, il y a plein de manières dont tu peux formuler les choses qui te coincent pas de cette manière-là, quoi. Pas à ce moment-là. Aujourd'hui, un gamin, il te dit, moi, j'étais fan des Clippers, Paul George, Lob City, machin, ça me faisait rêver et tout. Et encore, après, il y a eu l'histoire de Sterling, donc ça n'a pas fait rêver grand monde, tu vois. Mais que Paul George dise, moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais des Clippers, l'équipe de losers, de qui? Darius Miles et Ron Harper quand il était petit. C'est Enfin, ça. faut arrêter, c'était catastrophique. Personne n'avait envie. Enfin, ou Michael Lobo Candy, ou je sais pas comment il s'appelait, ou Elton Brand, voilà. Oui, c'est ça. Stéphane Oui, Elton justement, Brand. c'est ces années-là, voilà, mais bon, c'est encore une fois, c'est toujours ce côté, mais pourquoi vous vous mettez dans la sauce tout seul, en fait? Tout Il y seul, a, tout pas seul. de Il n'y a raison, pas quoi. besoin. Il n'y a pas Mm. besoin. Euh, Ouais, alors la plus grosse série de mensonges, mais le pauvre, c'est pareil, il est dans une interview avec Stephen A. Smith et Anthony Bennett qui sort de la draft. Media Day qui a son maillot des Clippers, des Cavs, et qui sort une série de dingueries, que son jump shot, c'est sa plus grande force, qu'il allait en mettre un paquet, que c'était un coéquipier exemplaire. Tu sais, t'as l'impression dans ta tête, t'entends à chaque fois. Euh, c'est ma manière de prendre des rebonds. C'est ma technique, en fait. Et en fait, tout est faux. Et est-ce que. Alors, c'est leur boulot aussi, de tous ces joueurs, de se motiver, de montrer leur confiance. Hein. C'est ça la NBA. Il faut montrer que tu es confiant avant de montrer ce que tu as sur le terrain. Mais ouais, Internet n'oublie jamais. Je pense que aujourd'hui, en tout cas, tous ces mensonges-là qui sont sortis, Internet n'oublie jamais et c'est dur. C'est des choses qui vieillissent mal. Ouais, et encore là, on parle des choses qui sont un peu triviales, quoi, qui sont pas très importantes, mais après, que ce soit des promesses de joueurs qui ont été faites au club, de clubs qui ont fait des promesses à des joueurs, Bien il sûr. y en a des tonnes et des tonnes, quoi. Bien sûr. Euh, LeBron, tu parlais de LeBron. Moi, j'en ai une. J'en ai une. C'est quand il est jeune et qu'il raconte que dès la fin du premier quart-temps, il savait que Kobe il allait mettre 81 points. Au moins 70. Et quand il arrive à 65, il dit il va aller à 80. Je le sais, j'étais avec mes amis, on en discutait. Je leur ai dit dès le début, il va mettre 80. Pourquoi? Mais- je rigole parce que cette vidéo, je l'ai revue justement là quand on préparait le culture d'aujourd'hui là. Mais j'en reviens là, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu racontes des trucs pareils? Ça tient pas debout, quoi. C'est c'est complètement absurde. Personne imaginait même que c'était possible, en fait. Enfin, ça avait pas été. Personne n'avait mis autant depuis. C'était quoi? C'était le record précédent, c'était Elgin Baylor et Jordan, c'est ça, hein, ça devait être ça, dans plus de 70. Si on met de Je crois que côté Will c'était Chamberlain, David bien sûr. Robinson. Je crois que c'était David Robinson qui Ah, avait David mis quoi, Robinson, t'as 60. raison. T'as raison, exactement. Donc, raconte pas des choses pareilles, quoi. Pourquoi est-ce qu'il en aurait mis autant? Personne le savait. C'était justement ça, l'effet de surprise complètement dingue. Tu pouvais deviner que Sam Mitchell allait refuser de faire des prises à deux sur Kobe Bryant, alors que n'importe quel coach, à n'importe quel niveau, une fois qu'il passe les 35, serait dit non, bah, prenez-le à deux, on s'en fout. Les autres, de toute façon, ils sont nuls, ils n'arriveront pas à gagner le match par eux-mêmes. Bref. Surtout que l'interview serait beaucoup plus marrante si LeBron disait Ouah, mais attends, c'était incroyable, on était là, on disait Mm. mais c'est pas possible, on s'est dit il va s'arrêter à 20, à 30, à 40, tu vois. Enfin, voilà. À propos de gros mensonges, Ouais. lui pour moi c'est un gros mensonge. Les 100 points? Tu crois pas aux 100 points? Je sais pas. C'est pas le truc qui me semble le plus fou quand on parle de statistiques de
Will Chamberlain. Non, Je pense que les 20 000 conquêtes féminines, c'est quand même plus chaud à tenir sur ta je vie. sais pas, mais non, mais là on rentre dans le mythe, on en avait déjà Mm. parlé dans les grands mythes de l'histoire de la NBA. C'est vrai que les 100 points, c'est quand même quelque chose qu'on a. Comme on n'a pas, on n'a rien, on n'a qu'une image saloperie c'est fou. Et je trouve qu'il y a pas assez de gens, tu sais, qui ont step up pour dire, mais oui, les amis, j'y étais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'y étais, ou d'anciens coéquipiers, ou de machin, tu sais, des gens qui en permanence en remettent une couche en disant, bah Mm. oui, Ouais, non, moi j'ai quand même. C'était bah, j'y tellement un crois, extraterrestre que. Ouais, t'inventes pas un truc comme ça, bien ça sûr. se Ouais. vérifie quand même. Qu'est-ce que t'as d'autre, toi? Bah écoute, moi c'était les principales que j'avais notées comme ça Moi, de tête ou quasiment. Donc si t'en as d'autres, je te laisse prendre la main. alors, j'en ai une autre de LeBron qui m'avait fait rire, parce que LeBron, il avait pris des parts à Liverpool. Ah oui, Et une fois en interview, il était avec des Anglais, et dont Peter Crouch, un ancien grand joueur de Première Ligue, que tu connais évidemment, Théo, donc bien dont sûr. tu as plusieurs maillots. Peter Crouch, si tu veux, il ressemblait à Sean Bradley. Il faisait plus de 2 C'était mètres, dur déjà. Ouais. maigre comme Sean Bradley, la même gueule, tu vois, une gueule de Mormon. Et il avait fait une très très belle carrière. Et donc, Peter Crouch lui parle comme son propriétaire, tu vois. Mm. Et il se rend compte qu'au bout de 2 secondes, l'autre n'y connaît rien en disant ouais, mais là, j'ai pas regardé le box score. Comme si, tu sais, comme si au foot, tu regardais le box score à la Il fin. parle de franchise et tout. J'ai pas regardé le machin, là, j'ai pas regardé, mais je vais regarder, je vais m'y pencher. Par contre, j'ai vu toutes les actions. Et en fait, le problème, c'est qu'en face de lui, il n'a pas des Américains complaisants, il a des putains d'Anglais qui ont senti la bête blessée, tu sais, le goût du sang, et l'autre, il en rajoute, il lui pose des questions, et c'est ce qu'il a, mais l'autre, il s'embourbe, il n'arrive pas à s'en sortir, mais comme il est bon en com, il arrive à faire genre, ah, faudrait que je regarde, je connais pas encore tout le monde et tout. Bon. Mais le plus grand mensonge, quand même, de l'histoire du basketball, c'est, Théo, quelqu'un que tu connais plutôt pas mal. C'est Pierre Armand Samama qui dit chaque fin d'année, très énervé cette fois, j'arrête le basket, ça m'a saoulé. Regardez-moi tous là. C'est la dernière fois que vous me voyez sur ce putain de terrain avec ce ballon. Je mets un grand coup de pied dans le ballon et je pars, genre. Alors je me suis fait mal au pied. Mais par exemple, lundi, c'est ce que j'ai failli faire. J'étais. C'est vrai. Tu vois, il y a le cataclysme, il y a l'apocalypse, et en dessous, sous les cendres, il y avait ma performance de lundi en 1h30. J'avais l'impression de jouer avec un medicine ball lesté, tu vois, que le ballon faisait 6,20 kg, nul. Franchement, Jubardi, j'avais envie de dire, cette fois, c'est là. Cette fois, il est temps. Il C'est est le temps. match de trop. Ouais, malheureusement, c'est un sentiment que je connais bien. Et que la plupart d'entre vous, surtout si vous avez dépassé le double de vos... Enfin, s'il y a plus de temps maintenant entre vous et votre prime que la durée même de votre prime, vous savez de quoi on parle avec Pierre Armand. Surtout que notre prime, C'est moi, très dur. franchement, mon prime, je crois qu'il se situe un soir entre 9h et 9h07. Tu vois, voilà. Je pense que mon prime, il est là. C'est vraiment l'access prime time. C'est-à-dire, j'ai 5 minutes par séance. Et après, le reste, chaque séance résume l'ensemble de ma carrière. Putain, alors, je te jure, quel sport. Quelle Bon, horreur. par contre, c'est cool, c'est-à-dire que la première fois où tu me diras, bon, ouais, Hoop Culture, j'en ai marre, j'arrête, cette fois c'est fini, ça faudra pas que je m'inquiète trop, je peux espérer que ça soit des paroles en l'air. Vraiment, il faudrait que j'en ai marre de toi. Et croyez-moi, ça n'est pas prêt d'arriver. Allez, on va passer à nos rubriques. Ouais, ce que j'allais dire, qu'est-ce que t'as dans ta besace? On va parler musique, notre Ouais, track de la semaine. Voilà, mon track de la semaine, il vient d'un compositeur, d'un rappeur qui s'appelle Smino. Smino qui avait créé un collectif qui s'appelait Zéro Fatigue avec Barry, Monte Booker, J2, etc. Et qui après faisait partie enfin, pour moi en tout cas, d'une super team avec Ghetto Sage, Saba et No Name. Que j'adore. Et dans sa première formation, il y avait une rappeuse qui s'appelle Ravin Leney, que j'aime beaucoup. Et là, il vient de sortir un nouvel album, Smino, qui s'appelle Maybe in Nirvana.
qui est pour moi qui synthétise parfaitement le hip-hop US de ces dernières années, c'est-à-dire avec des morceaux vraiment très, très dans l'air du temps. Et je sais pas, tout l'héritage derrière de la Native Tongue, de la New Soul, etc., qui se met là-dessus. Et il y a un morceau qui s'appelle Tequan, justement, avec Ravin Lené. Et voilà, je suis très, très fan de Smino depuis toujours, notamment sur tous les featuring qu'il a pu faire. C'est un disque que je vous conseille vraiment, Maybe in Nirvana. Ah bah super, tu vois, je ne connais pas du tout, donc je vais aller voir ça. Dans les artistes que tu as cités, je connais No Name, mais le reste, c'est vrai que je connais pas du tout ces Hum. artistes-là. Donc je vais aller chercher ça de près. Moi j'avais un morceau que je m'étais permis de mettre sur la playlist que tu m'avais demandé pour la dernière émission de Hangtime. C'est le nouveau morceau de Rock Marciano avec l'un de mes producteurs préférés de tous les temps, comme tu le sais, c'est The Alchemist. Et le morceau s'appelle Chopstick, c'est extrait de leur nouvel album commun. Alors j'ai pas encore écouté l'album en entier, mais j'ai juste écouté ce morceau-là qui m'a tapé dans l'oreille vraiment. Alors c'est vraiment, si vous aimez bien Alchemist et Rock Marciano, c'est vraiment dans la lignée pure de ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Mais j'ai trouvé Rock Marciano particulièrement en verve. Et il y a notamment une phrase qui m'a beaucoup plu où il cite Eric Spoelstra à un moment, il dit ouais, je suis le coach, je pourrais te coacher comme voilà, je suis la culture, je peux te coacher comme Eric Spoelstra en gros, qui m'a doublement plu parce que là, si tu mets du Spoelstra dans un morceau de Rock Marciano avec Alchemist, ça ne peut que me plaire. Et donc le morceau s'appelle Chopstick. Qui aurait cru que Eric Spoelstra aurait été cité toutes ces années plus tard, quand on l'avait vu perdre sa première finale contre Dallas, qu'il aurait pu être cité par Rock Marciano et The Alchemist. D'ailleurs, il y avait une belle série de sneakers par Kevin Durant avec The Alchemist. Il y en avait une sur lui, je crois. Oui, carrément. Est-ce que tu avais mis le pied dedans? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'avais bien aimé le coloris un peu fantaisiste là, de Ouais, leur ouais, collab. c'était Là, sympa. j'avais bien aimé, ouais. Ouais. C'était sympa. C'est quoi ton coup de cœur de la semaine? Alors, coup de cœur, c'est un bouquin que j'avais précommandé, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de finir ce que je suis en train de lire pour me plonger dedans. Pierre Armand, tu sais que que j'aime beaucoup MF Doom, et donc c'est une biographie de MF Waouh! Doom qui s'appelle The Chronicles of Doom, Unraveling Raps Masked Iconoclast, signé par le journaliste, l'auteur S.H. Fernando Jr. Donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. Vous voyez, la surcover, elle est magnifique. Le livre en lui-même, il est... Il y a cette Ah petite, ouais, je sais super. pas comment on Oh dit, ouais. embossé là, avec le masque culte de MF Doom. J'ai reçu ça cette semaine, ça vient littéralement de sortir. Et donc, je vais me plonger dedans. Je te disais tout à l'heure que je comptais un petit peu les jours en attendant les vacances. Là, j'ai hâte de faire un break et là, je vais me plonger dedans à pleine vitesse. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu. Et puis regarde, tu parles de ça, j'ai un très 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 bon ami qui s'appelle Seth Swift que j'embrasse fort, qui est un super DJ de hip-hop et je pense une culture hip-hop qui n'a d'égal que la tienne pratiquement. Et il mettait une story de lui chez le tatoueur. Et regarde ce qui était en train de se faire. Donc tu Ah vois, oui, d'accord. on était pas loin. Donc DJ de Ouais. radio émérite et qui est DJ aussi pour pour le club de basket de Reims. Donc il est à tous les matchs. Et c'est lui qui est en bord du terrain pour ambiancer la salle. Donc voilà, je passe un gros big up à mon pote Seth Swift. Il a pratiquement la plus grande connaissance encyclopédique de l'histoire du hip-hop que je connaisse. Ça n'a aucun sens. C'est limite, à chaque fois que je le quitte, je suis déprimé d'être aussi ignare, tu vois. Et ben comme ça, je pourrais lui dire si le bouquin vaut le coup. Effectivement, j'ai repéré son nom, parce qu'il commente souvent, que ce soit sur Instagram ou sur les vidéos. Donc, je lui passe le bonjour également, du coup. Voilà, et c'est super libre, rien que pour la jaquette, même si tu le lis pas, ça vaut Ouais, le coup. exactement. L'objet est vraiment dingue. Et il y a des images à l'intérieur? Honnêtement, je l'ai reçu tout à l'heure. Je l'ai même pas feuilleté encore. Je le feuillette. Non, il n'y a pas de photo. Donc, dans Pas de celui-ci, photo, il y a pas d'accord. d'image, pas de photo. C'est vraiment du Ouais, bah, texte pur et dur. c'est un master, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça fait, je te le dis tout de suite, tac, tac, tac. Si j'arrive à trouver, ça fait plus de 300 pages. Ah ouais, magnifique. Ah, super. Chronicles of Doom. Que tu as commandé. Où ça?
Je sais plus celui-là, je sais plus par quel biais, sur le net, mais je me rappelle plus. Je pense pas que ça soit Amazon pour le coup. Il y a d'autres sites, notamment pour les livres en anglais. Il y a pas mal de sites qui permettent d'acheter directement dans les librairies et de se faire livrer. Je crois que c'était peut-être bien par eBooks, voilà, qui est un site que D'accord. j'utilise souvent pour ce genre de livres. Ouais. J'en ai reçu un là dont je te parlais en antenne qui s'appelle Courtside. Là, on en parlera sur Oui, les photos. Je voulais d'abord le feuilleter, mais m'en imprégner pour vous en parler la semaine prochaine. Moi, mon coup de cœur de la semaine, bah, on parlait de Noël et puis des pères de famille, etc. Si on voulait offrir un vrai beau livre sur les États-Unis à vos enfants, je vous conseille celui-ci. Le livre de Miroslav Sasek, qui est un auteur qui était né à Prague au début du siècle dernier, 1916, qui était décédé en 1980, qui avait écrit plein de choses, des livres d'illustration sur des grandes villes. Et ce livre, dont la première édition est de 1960, qui raconte l'histoire de New York aux enfants, euh, tu vois, avec des illustrations c'est qui sont magnifique. absolument superbes. Alors, il avait été remis au goût du jour, hein. Il avait été écrit en 1960. Il avait été réédité en 2003. Voilà, ça raconte comment les gens sont arrivés certains endroits. Et ça parle de plein de petits métiers du début des années 60 qu'on pouvait trouver à New York. Je vous montre quelques images rapidement. Ça parle des Nations Unies, des personnes qu'on peut croiser dans la rue, tu vois. Et ça t'explique le pourquoi, le comment, et tu vois, et qu'il y a plein de shops dans plein de langages différents, en allemand, en hébreu, en tchèque, tous ces petits métiers qui sont là. On parle évidemment du métro, du bus, enfin voilà, je trouve que c'est de Times Square, des pompiers. Voilà, je trouve que c'est un livre absolument merveilleux, aussi bien pour les petits et puis pour les plus grands également. C'est Miroslav Sasek, donc ça c'est l'édition de 2003 qui était ressortie, que j'avais pu avoir j'étais vraiment trop content de le voir parce que j'en avais entendu parler et quand j'étais allé à New York début des années 2000, j'avais pu l'attraper. Et voilà, c'est vraiment un superbe livre. Très, très imagé, très romantique aussi et facile à expliquer. Voilà, avec les gratte-ciel et tout ce qui va avec. Le New Ah, York super, j'adore tel les qu'on dessins. l'aime. C'est ouais. Ouais. On parle de Coney Island, du Guggenheim, tu vois. Voilà. Mm. Je vous conseille This is New York. Super. Voilà. Et je sais pas si on y parle de basket dedans, s'il y a un truc sur les basketteurs, je sais pas si on y voit. Tu vois, j'avais adoré ça, cette page sur les joueurs de foot Ah US, tu vois, oui, avec la cape des Giants, ça c'était trop beau. Voilà. très La cool. Bah, relique. c'est Ouais, bah c'est noté, T'as- on vous met de toute façon les liens, comme Bien toujours, sûr. que ça soit... Et je vous le redis à l'occasion, c'est vrai que on met une partie des liens donc dans la description des podcasts, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes, mais souvent dans la news qui accompagne le culture enfin l'article qui accompagne le culture sur Basket Session, on rajoute parfois d'autres vidéos ou d'autres liens, donc n'hésitez pas, si vous manque des références, n'hésitez pas à essayer de retrouver voilà, l'article qui correspond à l'épisode du culture sur Basket Session, vous pouvez trouver d'autres liens aussi. Exactement. Ta relique de la semaine. Alors, ma relique de la semaine, du coup, c'est raccord avec le livre que je te présentais tout à l'heure, parce que c'est un bouquin qui a 20 ans, du même auteur, donc S.H. Fernando Jr. Ce livre qui s'appelle The New Beats, qui est, je pense, le premier livre sur la musique en anglais que j'ai acheté, donc édité en 1994. C'était donc sur le hip-hop, mais surtout sur le rap, en fait, des États-Unis à cette époque-là. Et c'était un bouquin qui m'avait énormément marqué, parce que tu avais des espèces de... C'était un mélange de un article de fond qui te présente l'évolution du hip-hop depuis sa création jusqu'en 94, donc il y a 20 ans, il y a 20 ans, si seulement il y a 30 ans, et Non, qui 20. te fait aussi, voilà, on y revient, qui te fait aussi pas mal de portraits en fait d'artistes. Donc il y en a il y en a un dans lequel on voit par exemple KRS-One et Boogie Down Production. Je me rappelle qu'il y en a un autre dans lequel on voit tout le Hit Squad, donc EPMD, mais aussi les groupes qui les entouraient, Das FX, Redman, etc. Là, je tombais en feuilletant, il y avait un article, enfin un passage du livre plutôt, où on voyait des groupes de la côte ouest comme Compton Most Wanted.
Ce bouquin, je l'avais trouvé extrêmement éclairant. Il faudrait que je le relise parce que ça fait des années que je l'ai pas lu, mais j'avais beaucoup, beaucoup aimé la manière dont il était construit et l'écriture de S.H. Fernando Jr. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que le livre sur Doom sortait et que c'était lui qui l'avait écrit, parce que j'ai rien lu depuis, depuis, je me suis précipité dessus parce que je suis déjà sûr que c'est très bien documenté et probablement très, très bien écrit. Donc voilà, c'était ma relique, ce bouquin The New Beats. Je sais pas du tout si c'est encore trouvable. Ça s'appelait, le sous-titre, c'était Exploring the Music, Culture and Attitudes of Hip Hop. Et j'avais trouvé ça super. En plus, la pochette est belle aussi, hein. Il y a vraiment à chaque fois un taf sur l'artwork qui est vraiment chouette. Ouais. Ouais, carrément. J'avais acheté, que j'avais trouvé complètement par hasard. À Paris, il y a une librairie historique qui s'appelle Brentanos qui vend des revues qui viennent, des revues et des livres qui viennent d'autres, enfin, en langues étrangères. Et je pense que j'y étais allé un petit peu par hasard parce que c'est là que j'achetais le magazine The Source. Tu vois, les premiers The Source que j'ai achetés, et puis après les premiers Slam, c'est là-bas que j'allais les chercher. J'ai dû tomber dessus par hasard et le prendre. Et ouais, c'était super découverte. Eh ben, à suivre, à trouver, à fouiner, à essayer de. Après, vous trouvez parfois des livres comme ça sur eBay, sur des choses comme ça, si vous voulez vraiment trouver encore, c'est faisable, hein, dans tous les cas. Ouais, ça a peut-être Moi, été réédité. J'avais pas vu, hein. Il y a encore l'étiquette, forcément, c'est des francs, 105 francs. Donc 15 euros. Pas mal. 105 francs, Mm. c'était une somme, hein, quand on dépassait les 100 francs. Ouais. C'est pas la même. Les francs, c'était la monnaie avant l'euro, pour les gens qui ne savent pas encore. Il y a 7-8 ans que ça a changé. C'est ça. On parlait des menteurs. Je t'ai dit que j'étais un gros menteur quand je voulais arrêter le basket. Je suis encore plus un menteur, Théophile Honnesser, quand je dis que j'arrêterai d'acheter des sneakers. Et, Celle-là, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir, celle-là, à des kilomètres. et à chaque fois, je me dis, c'est la cette fois, c'est la dernière, j'en ai plus besoin. J'ai tout, j'ai tout. J'ai tout, ma chérie, j'ai tout. Je te dis que j'ai tout. Cette fois-ci, crois-moi, il n'y a plus besoin de faire de la place pour la boîte. Cette fois-ci, j'ai tout. Game over. Ben, le game n'est jamais fini, on le sait. Et il y a toujours la réédition d'une réédition d'une réédition. Et puis là, en plus, quand c'est mon modèle préféré all-time, mon coloris préféré all-time qui ressort et qui est ressorti, j'ai eu le plaisir d'aller vous le présenter il n'y a pas longtemps. Si vous allez sur l'Instagram de River, j'avais fait une session unboxing chez nos amis de Size. C'est la Jordan 3 Black Cement qui avait été portée par Jordan lors du All-Star Game 1988, année plus que Fast. fast, hein, ouais, pour cette année-là. Vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps dans un CQFR, je crois, dans un start bench cut complètement improbable avec Larry Bird 86, Magic 87 et Jordan 88. Jordan 88, c'est à peu près tout ce qu'on peut gagner à part la bague. Mm. Et voilà, c'est être NBA First Team, MVP, meilleur défenseur, MVP du All-Star Game, champion du concours de dunk, enfin voilà. Bref, tout ça avec cette chaussure. La différence par rapport à la dernière édition qui avait lieu en 2018, c'est que, truc de geek, mais ça a son importance, c'est que l'éléphant print qui est là est le plus fidèle possible à l'original, c'est-à-dire beaucoup plus clair et moins épais que ce qui avait été fait avant. Et puis que chaque réédition maintenant est de plus en plus de qualité, hein, on le voit, Ah oui. tu vois, la qualité est chouette, hein. Alors, si vous nous écoutez, je vous montre le cuir qui fait de beaux plis. Ça a été réédité avec le tag Nike Air de l'époque, le Nike Air derrière qui fait la différence. Donc voilà, c'est pour moi une nouveauté qui est en même temps un coup de cœur, mais qui est une relique en soi sur ce modèle, qui est voilà, peut-être le modèle le plus indémodable, celui qui a changé la phase de l'industrie sneaker. Voilà, et qui est encore, je trouve, le mid-cut là et le look est indémodable. Franchement, c'est 88, donc ça a quoi? Ça a 16 ans. C'est ça ce que j'allais Euh, dire, ouais. 16 ans, voilà. Je trouve que arriver à faire des pompes qui, 16 ans plus tard, sont toujours d'actualité, c'est formidable. Donc, ça a une relique. Tu vois, je l'ai même pas lassé, je l'ai même pas mise encore, tellement pour l'instant, je ne fais que la regarder. Ouais, magnifique. J'ai jamais eu ce modèle hein, Et je qui est sais ultra iconique et confortable. magnifique. Ouais. Tellement confortable. Ah, et là, ils ont mis un point d'orgue à la rendre vraiment confortable et c'est vraiment un modèle avec lequel tu peux partir en vacances. Tu te dis pas, je vais avoir les pieds en sang à la fin, comme ça peut être le cas sur d'autres modèles de Jordan.
postérieur à celui-là, tu vois, comme une Jordan Hmm. 4 ou 5, moi par exemple, ça me fait mal aux pieds, je la trouve inconfortable. Bon, je parle même pas de la 1, mais la 3, c'est vraiment très agréable. Oui, c'est intéressant ce que tu montrais sur le cuir, parce que moi, c'est vrai que c'est ce qui m'avait hyper étonné sur les premières. Enfin, j'allais dire les premières éditions, c'était peut-être pas les premières, mais les premières que moi j'avais pu racheter ou que j'avais acheté, c'est j'ai trouvé vraiment que la qualité avait rien à voir avec celle des modèles originaux. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, alors, ce que j'en pense, j'en sais rien, parce que le modèle original 88, la Ouais, 3, pour le elle coup, était pas ouais, chez nous, donc je l'ai bien pas sûr. vue. Ouais. Je me rappelle avoir vu en 94, quand ils avaient commencé à rééditer, la première Nike avait eu l'idée en 94 de rééditer certains modèles, puisque Jordan n'était plus là. Donc ils avaient réédité la 3, je me rappelle l'avoir vu dans certains magasins, mais genre à moins 70%, parce que personne n'en voulait. La 3 comme ça, là, en noir et blanc. Le modèle blanc, le modèle noir. Et ouais, je saurais pas trop te dire. Là, vraiment, parce que j'ai eu des rééditions récemment, sur la 3, honnêtement, ils font l'effort. C'est vraiment Ok. pour eux un modèle important. Donc, généralement, ils font l'effort. Sur les dernières éditions, c'est le cas. Mais là, les choix étaient vraiment. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils disent, tiens, on va essayer d'être fidèle à l'original. Mais alors, ça signifie que quand tu as réédité celui d'avant, enfin, je sais pas, tu réédites un truc, tu fais le même. Hmm. Et quand je vois la différence entre 2018 et celui-là, qui serait donc le plus proche de l'original, c'est-à-dire beaucoup plus fin, beaucoup plus profilé, l'éléphant de print différemment implanté, pas la même couleur, mais pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début? C'est ça que C'est c'est vraiment vrai. une surprise pour moi à chaque fois quand on dit cette fois, c'est le modèle le plus conforme à l'original. Bon, bah, c'est comme si tu ressors un disque et tu dis, bah, c'est pas la même chanson. Oui. Ouais, non, oui, ou alors justement, ça t'en fait un argument, comme quand tu sors un album de remix. En fait, tu dis, bon, bah voilà, Hmm, c'est le même concept, c'est la même base, mais on en a fait quelque chose de différent. Là, ça a plus de je suis sens, d'accord. effectivement. Donc c'est vrai que c'est toujours particulier. Mais voilà, pour l'histoire de ce truc-là, avoir une Jordan 3 dans sa collection de sneakers, c'est comme d'avoir un album de Tribe ou Voodoo Ouais, D'Angelo. Ça fait partie des indispensables absolus. Je te dis ça pour Théo pour que tu saches quoi mettre sous ton sapin de Noël. Que malgré... très bien. Je vais rajouter ça en ma liste. Je sais pas si j'ai été suffisamment gentil cette année pour Bon. mériter autant de cadeaux, mais Et après, c'est quand même 210 balles. Donc à 210 balles, tu peux te permettre de mettre des matériaux un peu bien. Et c'est pas tout le oui, temps le oui. cas, quoi. Donc c'est pour ça que tu as raison de préciser que c'est quand même normal que la qualité soit à peu près bonne Hmm. euh, sur, euh, sur un truc à 210 balles. Mal au cul. On va se quitter sur ces paroles pleines de sagesse. Sur ces belles paroles pleines de sagesse. Voilà, exactement. Pierre, c'était un plaisir à nouveau d'être en ta compagnie aujourd'hui. On était ravis d'être avec vous aujourd'hui et cette semaine, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez. Vous savez que on espère que ces épisodes sont intemporels. Et puis dans tous les cas, on vous dit à très vite, soit pour parler basket avec Shai et Antoine tout au long de la semaine pour parler basket, enfin vraiment compétition, performance. Et puis nous, on se retrouvera encore le week-end prochain avec Pierre Armand avant de faire un petit break pour les fêtes de fin d'année. Mais voilà, sachez qu'on sera encore avec vous la semaine prochaine. On vous lâche pas jusqu'au bout, on vous tiendra par la main. Carrément. Nous sommes les petits lutins. Allez, bonne journée à tous et à très vite. Ciao. Salut.